Nous sommes très heureux d'intervenir pour ce premier webinaire de la plateforme RSE dans le cadre du cycle de webinaires organisé par France Stratégie. Donc, je suis moi-même Sylvain Boucheran, président de la plateforme RSE au titre de l'association Humanité et Biodiversité. Et nous allons faire cette présentation à trois voix avec Gilles Bonmaury, secrétaire permanent de la plateforme RSE, et Solène Roisin, qui est chargée d'études auprès de la plateforme RSE. Alors, le thème de ce webinaire est un des derniers avis que la plateforme RSE a produit, donc sur le thème de l'engagement des entreprises pour l'emploi des travailleurs handicapés. Et quelques mots d'introduction sur la plateforme RSE, sa composition et son fonctionnement. C'est une plateforme qui a été installée en 2013 donc auprès des services du Premier ministre. L'objectif de la plateforme RSE est d'être une plateforme de concertation et de proposition auprès des pouvoirs publics notamment sur les questions de RSE, donc de responsabilité sociétale des entreprises, qui regroupe les questions environnementales, sociales, sociétales, de gouvernance, qui sont soulevées par les enjeux de société auprès des entreprises. La plateforme RSE est constituée de différents pôles. On retrouve le pôle des entreprises, des acteurs économiques, que vous avez en bas à gauche de la slide, un pôle syndical, donc avec des syndicats de salariés, un pôle de la société civile qui regroupe des associations et des ONG sur les questions environnementales, de droits humains par exemple, ou associations de consommateurs, un pôle avec des chercheurs et des associations multi-acteurs, des universitaires, et puis enfin un pôle des institutions publiques qui regroupe donc différents acteurs. On a au sein de la plateforme plus d'une cinquantaine d'organisations qui se réunissent régulièrement pour produire un certain nombre d'avis. Donc quelques exemples de travaux que la plateforme RSE a pu publier ces dernières années et ces derniers mois même. Des thématiques assez variées sur le thème de la RSE, un avis sur le reporting RSE, notamment qui a été élaboré dans le cadre de la transposition de la directive européenne sur les indicateurs RSE à produire par les grandes entreprises, des sujets sur la compétitivité de la RSE, sur les relations donneurs d'ordre fournisseurs, sur les chaînes de valeur, des sujets sur l'économie circulaire, l'environnement, qui a été publié très récemment. Nous avons également fait une contribution dans le cadre du projet de loi Pacte, qui est en train d'être discuté au Parlement, et donc sur les dimensions RSE de ce texte de loi. Nous avons publié également d'autres rapports sur, par exemple, un plan national pour la RSE ou un plan national sur les entreprises et les droits humains. Et donc vous pourrez retrouver l'ensemble de ces publications sur le site de France Stratégie. Un dernier point sur le fonctionnement de la plateforme RSE, donc des groupes de travail thématiques qui sont soit une décision de l'ensemble des membres, soit une saisine de la part du gouvernement sur une thématique précise. Et donc nos travaux ont pour vocation à être adoptés par voie de consensus au maximum. Et quand parfois il arrive que sur certaines thématiques nous ne trouvons pas de consensus du fait de la pluralité des acteurs, nous détaillons des notes qui expliquent les points peut-être difficiles sur tel ou tel sujet. Alors, plus précisément sur le thème qui nous rassemble aujourd'hui, nous avons été saisis par la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, pour travailler en ce début d'année sur la question de l'emploi des travailleurs handicapés. Donc ce qui nous a été demandé, c'est de réaliser d'une part un état des lieux, des pratiques, des enjeux, et puis dans un deuxième temps de faire un certain nombre de recommandations pour favoriser l'emploi des travailleurs handicapés. Donc ce travail a été remis à Sophie Cluzel le 23 avril et il reprend une quinzaine de recommandations qui ont été adoptées par l'ensemble des membres de la plateforme. Et donc dernier point avant de passer à la présentation plus détaillée de ce rapport, revenir sur la définition de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, l'accord qui a été, en tout cas le texte de référence qui a été adopté par l'ensemble des membres de la plateforme RSE, prend comme définition de la RSE la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets
qu'elles exercent sur la société. Donc c'est issu de la définition de la Commission européenne qui a été arrêtée en octobre 2011. Et donc quelque part c'est l'ensemble des relations que peut avoir une entreprise avec la société en général. Et donc la question évidemment du handicap, des personnes en situation de handicap et du travail, de l'emploi, de la formation de ces personnes-là est évidemment au cœur des démarches RSE. Et donc dans cette présentation, nous allons dans un premier temps revenir sur les enjeux, dans un deuxième temps les pratiques et les actions que l'on a pu identifier, et puis enfin conclure par les recommandations que la plateforme RSE a formulées. Bonjour, un petit point d'information sur la manière dont on a travaillé pour cet avis. On a auditionné à peu près une trentaine de personnes et de structures pendant toute la durée du travail. Pour commencer, un mini point définition. Il y a plusieurs définitions sur la question du handicap qui peuvent être retenues. On a plutôt choisi de partir de celle du Code du travail et de celle ouvrant à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés parce que voilà, l'objet de notre travail était centré plutôt sur les entreprises et leurs engagements pour l'emploi des travailleurs handicapés. Donc un petit point de rappel est que la loi fixe un seuil de 6% pour le taux d'emploi des travailleurs handicapés pour les entreprises de plus de 20 salariés. Aujourd'hui, au niveau des employeurs privés, on est à peu près à 3,2% et dans le public à 5,4%. Quelques chiffres encore pour se rendre bien compte de l'enjeu. 14% donc des 15 à 64 ans est affecté d'un handicap. 35% des personnes reconnues handicapées sont en emploi. Cet écart, ce chiffre de 35% peut s'expliquer aussi par un taux d'activité plus faible et un taux de chômage plus élevé. Là, vous pouvez également voir plusieurs chiffres sur cette infographie. En conclusion, une personne handicapée va avoir 3 fois moins de chances d'être en emploi qu'une personne non handicapée avec les mêmes caractéristiques, 2 fois plus de risques d'être au chômage et une durée de recherche d'emploi qui est d'au moins 1 an plus longue par rapport au reste de la population. Donc dans le cadre de cette étude, on a également rencontré le défenseur des droits pour faire le point sur les discriminations sur les questions du handicap et de l'emploi. Ils nous ont expliqué que selon leurs études, 1 personne sur 2 en situation de handicap déclare avoir été discrimination dans l'emploi. Et par rapport à toutes les saisines qu'ils ont reçues sur les questions de handicap, la première concerne l'emploi. Vous avez quelques chiffres qui s'affichent sur la nature de réclamation dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Donc 21,8% sont liés au handicap. Cette discrimination, au final, il va y avoir un impact socio-économique de l'emploi des travailleurs handicapés important pour l'ensemble de la société. Vous avez un camembert là qui vous montre un peu le fonctionnement. Aujourd'hui, ça date de 2015, ce sont des chiffres 2015, sur la manière dont les entreprises gèrent ça. Le camembert, c'est sur les chiffres, c'est des entreprises soumises à l'obligation d'emploi. Donc on parle d'entreprises de plus de 20 salariés. Donc il y a un impact financier direct parce que les employeurs qui n'atteignent pas le seuil de 6% versent une contribution à la GFIP pour les employeurs privés et au FIP pour les employeurs publics. Les montants de 2016, on est à 416 millions pour la GFIP. C'est des montants qui ont un petit peu baissé ces dernières années. Ce qui est potentiellement plutôt, ce qui signifie qu'il y a moins de contributions et donc peut-être plus d'emplois. Un autre impact qu'on a découvert, donc c'est une étude de KPMG pour l'UNEA, donc l'Union nationale des entreprises adaptées, qui a voulu montrer l'impact pour la société et pour l'État, avec l'idée de coûts cachés. Au-delà de la contribution directe que peut verser une entreprise, c'est le chiffre là que vous voyez à l'écran. Ils ont chiffré à combien le retour en emploi au sein d'une entreprise adaptée pouvait rapporter. Donc c'est une étude qu'on trouvait assez intéressante et qu'on souhaitait vous partager. Sinon, de manière plus microéconomique pour une entreprise, clairement, au-delà donc de sa contribution qu'elle doit verser à la GFIP si elle n'atteint pas les 6%, il va y avoir des impacts. L'idée, c'est que d'intégrer des travailleurs handicapés, ça évite de se priver de salariés potentiels lors des recrutements avec un a priori sur une cause purement de discrimination et donc ainsi pouvoir recruter les meilleurs salariés possibles pour le poste. Il y a aussi l'idée qui a été démontrée plusieurs fois qu'une politique ouverte va pouvoir permettre d'attirer
de nouveaux consommateurs directs, mais également sur les questions de donneurs d'ordre. Au niveau international, dans les auditions qu'on a menées, plusieurs entreprises nous ont expliqué que dans les appels d'offres, un critère qu'il fallait qu'ils expliquent, c'était leur politique inclusive, en expliquant ce qu'ils avaient mis en place pour favoriser l'intégration des travailleurs handicapés. Donc, de plus, en parallèle, en France, pour pouvoir bénéficier des marchés publics, il faut être dans les clous par rapport à la GFIP. Un autre aspect positif, un impact positif pour la compétitivité de l'entreprise, outre les points déjà abordés, il y a l'idée de réfléchir aux conditions de travail pour l'intégration d'un travailleur handicapé, mais pour l'ensemble de ses salariés. Faire appel à un ergonome, repenser l'installation des postes de travail, des postures, du matériel. Et toutes les études qu'on avait pu consulter pendant nos travaux ont montré que l'intégration de travailleurs handicapés va être facteur d'innovation sociale sur le lieu de travail et donc évidemment bénéficiera à l'ensemble des salariés. Ensuite, merci. Dans le cadre de cette étude, on a aussi essayé de comprendre et de regarder des travaux qui pouvaient porter sur la compétitivité d'un travailleur et sur leur parcours professionnel. C'est une étude américaine de 2002 qui a mis en avant l'idée d'un effet nietzschéen, sur la phrase de « ce qui ne te tue pas ne te rend plus fort ». Ils ont fait une étude en comparant deux groupes de travailleurs, dont l'un avait vécu des maladies, des handicaps, des faiblesses, et l'autre non. Et ils ont montré que le groupe qui avait eu des maladies ou handicaps avait une meilleure productivité. Alors, bon, voilà, on s'est basé sur une étude, c'est à travailler, mais Christophe Everaer, qui a fait une enquête de terrain en 2007-2008, a aussi montré que pour obtenir un emploi pour une personne en situation de handicap était tellement compliqué que généralement c'est des gens qui vont s'investir plus. Alors ça veut pas, là je me base sur des enquêtes de terrain, c'est quelque chose qu'on avait voulu montrer dans nos travaux. Les principaux freins qu'on a pu identifier sont l'image, le regard du handicap, les coûts imaginés ou réels et les questions de formation et d'inadéquation peut-être entre des recruteurs et le marché du travail. Au niveau de l'image du handicap, comme on l'a montré avec les travaux notamment du défenseur des droits qu'on a pu citer avant, il y a une réelle discrimination qui généralement s'appuie sur une peur, une méconnaissance et donc avec une stigmatisation qui va être un frein complètement à l'emploi, peu importe les compétences et les capacités de la personne. Donc ça va faire partie des recommandations qu'on a pu faire sur les questions de sensibilisation, dont on va parler un petit peu plus tard. Au niveau de l'image du handicap en entreprise, ça c'est une étude qui a été faite par le MEDEF, c'est le baromètre national de perception de l'égalité des chances de 2017, qui montre que c'est un sujet positif pour les échanges internes entre la direction, les syndicats, les salariés, que c'est un chantier qui est assez intéressant à mettre en place en interne pour permettre une participation de tout le monde. Et le chiffre de 23% est quand même assez marquant. C'est donc les salariés qui citent la lutte contre le handicap comme une politique qu'ils attendent vraiment à mettre prioritairement dans leur entreprise. Sur le coût perçu l'intégration du handicap, 90% des travailleurs handicapés n'ont pas besoin d'un aménagement du poste de travail. Donc ça permet aussi déjà dans un premier temps de déconstruire un petit peu des peurs. Il est probablement plus facile pour une grande entreprise avec une mission handicap spécialisée avec une politique de recrutement, d'adaptation des postes, d'accueil, de mettre en place ces mesures. Et il y a aussi, dans les auditions qu'on a pu mener, eu beaucoup de retours sur les lourdeurs qu'il peut y avoir sur les dispositifs réglementaires, mais qui ont pu être évoqués. Concernant la formation, 25% des demandeurs d'emploi bénéficiant de l'OETH ont le bac. Donc il y a une question de l'accès à la formation réelle qui va être un des grands points sur nos recommandations. Ce manque de formation, d'accès possible à la formation, que ça soit initiale ou tout au long de la vie, explique en grande partie l'inadéquation entre les formations adaptées et les besoins des recruteurs. Et d'où qui est souvent un souci qu'on va avoir des deux côtés, et de travailleurs handicapés et de recruteurs, qui explique que ça ne matche pas.
Donc là encore, il va y avoir pas mal de travaux à mener. Est-ce que nous avons des échanges, des questions? Donc Flavius tient prêt pour nous transmettre les questions que ces constats sont susceptibles de vous inspirer. On enchaîne pour les débats. Donc la première partie, vous présentez l'analyse des enjeux. Ensuite, l'exercice que la plateforme a mené, c'est un exercice de repérage des bonnes pratiques en matière, en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés. Donc elles sont de plusieurs ordres. Il y a la question de l'embauche, donc de tout faire pour pouvoir embaucher des travailleurs handicapés. Il y a la question de la façon dont les entreprises s'organisent, notamment entre elles, de coopérer entre entreprises pour avancer dans le sens de l'emploi des travailleurs handicapés. Et puis, du point de vue de la responsabilité sociétale de l'entreprise, il y a aussi le sens qu'on donne à l'activité de l'entreprise. Et donc, on se posera la question de contribuer, selon les secteurs, à travers son activité, à une meilleure insertion professionnelle des travailleurs handicapés. Donc on commence bien sûr par la formation, parce qu'on l'a vu dans le constat que c'est la difficulté numéro 1, enfin l'obstacle numéro 1, c'est le niveau de formation des travailleurs handicapés. Et ça commence par le contact entre la personne handicapée et le monde du travail. Donc les bonnes pratiques mises en avant par les entreprises et par tous les acteurs qu'on a rencontrés, qui ne sont pas que des employeurs, mais aussi les représentants des travailleurs handicapés et des personnes handicapées. Ça commence par les stages, y compris les stages d'observation de troisième, et les stages en milieu universitaire. On a eu des exemples, Orange qui s'est engagé dans un programme dans ce domaine-là, et l'apprentissage, qui est une très bonne porte d'entrée dans le monde du travail. Et là aussi, en termes d'apprentissage, on a pu avoir l'exemple de TF1 et de Bouygues qui ont signé avec Cap Emploi un partenariat, il y a d'autres exemples, un partenariat pour permettre à l'entreprise d'accueillir dans de bonnes conditions des apprentis, qui est une bonne façon à la fois de permettre le contact de ces jeunes avec le monde du travail ordinaire et aussi la sensibilisation des employés à l'accueil de ces travailleurs. Dans le même registre de favoriser l'accès des travailleurs handicapés à la formation, il y a l'enjeu de la formation sur le long terme. La loi en 2005 a posé la règle. La règle, c'est que l'évolution professionnelle des travailleurs handicapés ne doit pas être différente de celle du reste du personnel, ce qui appelle chaque entreprise à mettre en œuvre des mesures appropriées sans que cela représente une charge disproportionnée, c'est le texte de 2005, et ça amène les entreprises à développer des bonnes pratiques. Donc on a pu entendre des exemples en matière de tutorat, par exemple. Le groupe des Frères Blancs, qui est un groupe de brasserie donc dans l'hôtellerie-restauration, a élaboré un programme de tutorat pour aider à penser la progression de carrière des travailleurs handicapés. Ça joue évidemment aussi en matière de formation professionnelle, sur l'offre de formation professionnelle. Donc on a bien identifié, et c'est la première difficulté, que 80% des personnes handicapées ont un niveau de formation faible. Donc il y a un véritable enjeu de qualification. D'où la nécessité d'insister sur la formation professionnelle. Et là également, dans plusieurs programmes d'action, dans plusieurs accords handicap d'entreprise, on retrouve l'engagement de développer des programmes pour la formation tout au long de la vie des travailleurs handicapés dans l'entreprise. Ensuite, il y a aussi eu des exemples d'initiatives par secteur. On en retrouve plusieurs dans le rapport. Le rapport étant lui-même public et accessible sur le site de France Stratégie. On a voulu mettre en avant celui du monde de la banque, qui a regroupé 8 banques et un centre de formation de la profession bancaire sur l'enjeu de la formation des travailleurs handicapés, avec l'initiative Handiforma Banque, où on retrouve donc la volonté des entreprises d'un même secteur de se réunir pour développer des outils de formation, une offre de formation spécifique en faveur de l'emploi et de la formation des travailleurs handicapés. On a retrouvé également, et c'est dans le rapport, des initiatives portées par le secteur de l'agroalimentaire, par le secteur de la chimie, par le secteur de la communication, par le secteur de la propreté ou de l'hôtellerie-restauration. C'est-à-dire qu'à l'échelle des fédérations professionnelles, on a identifié beaucoup d'initiatives de mutualisation des ressources pour améliorer le niveau de formation et l'offre de formation professionnelle pour les travailleurs handicapés. Ensuite, il y a l'enjeu de l'accueil, ce qui veut dire à la fois permettre la rencontre entre l'employeur et le travailleur handicapé, et ça c'est toute l'offre de forums, de salons, organisés à travers des événements comme la Semaine européenne de l'ADAPT
ou l'offre des mardis du handicap de Job in Live, ou l'offre de la Fondation FACE, de la Job Academy, c'est-à-dire tous ces moments où on organise la rencontre entre les travailleurs handicapés et les entreprises. Il y a aussi l'enjeu de la sensibilisation des collaborateurs. Pour que l'accueil se passe bien, il faut briser la glace d'une certaine manière, faire en sorte que les collaborateurs soient prêts, comprennent ce que représente l'accueil d'une personne en situation de handicap dans un collectif de travail. Donc on a mis en évidence l'initiative du Audet, qui a pris une nouvelle dimension cette année. Il y a d'autres initiatives qui ont été soulignées et qu'on a voulu retracer dans le rapport. La Banque Populaire qui a lancé un challenge sur ces questions-là dans ses réseaux. Et puis, dans le domaine de la sensibilisation, il y a tout ce qui est l'offre de guides. Donc on souligne le guide du CJD à Nantes, ou d'offres de formation comme un MOOC qui est développé par exemple par la GEFOS PME. Bien accueillir, ça veut dire aussi adapter l'organisation du travail, le rythme de travail. Et là, on retrouve un discours qu'on entend, mais qui peut être très concret, c'est-à-dire qu'organiser le rythme de travail pour qu'il soit plus accessible aux travailleurs handicapés, ça profite à tous. Et on a eu l'exemple de l'assureur britannique Aviva qui a d'abord ouvert une organisation du télétravail pour ses travailleurs handicapés à partir de 2009 et qui, constatant la pertinence du dispositif, l'a élargi à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise en 2017. Donc, faire quelque chose de spécifique pour les travailleurs handicapés, c'est aussi se poser des bonnes questions et ouvrir des opportunités pour tous les salariés d'une entreprise. Et puis, c'est penser les espaces de travail pour qu'ils soient accessibles et avec un niveau d'accessibilité maximal. C'est l'engagement de L'Oréal dans son nouveau centre à Saint-Ouen. C'est l'engagement de Sodexo sur l'ensemble de ces sites de travail. Et ces exemples-là, on nourrit notre rapport. Ensuite, une fois qu'une entreprise fait les choses bien, il y a l'enjeu de le valoriser, de le montrer, de le mesurer et aussi de comparer les entreprises en matière de performance d'accueil des travailleurs handicapés, ce qui est un enjeu important de mobilisation des entreprises. Et donc, on est allé voir, parce qu'à la plateforme, on est davantage des experts de la RSE que des experts du handicap, donc on est allé voir les outils de la RSE qui sont, pour une partie, des référentiels qui sont partagés par les acteurs pour notamment organiser le reporting RSE de l'entreprise. Donc, un des référentiels les plus importants internationaux, c'est celui de la Global Reporting Initiative, la GRI. Et quand on va chercher dans ces outils qui sont développés par les équipes RSE pour restituer la performance extra-financière de l'entreprise, où est-ce que l'on parle du handicap, on le trouve donc avec la GRI dans un indicateur sur l'emploi et un indicateur sur la diversité. Mais alors, le sujet n'est pas absent, mais ça ne permet pas nécessairement d'avoir une vision panoramique de tout ce que l'entreprise fait en matière d'accueil des travailleurs handicapés. De la même façon, la norme ISO 26000, qui est la norme qui définit la RSE, qui fait consensus en matière de périmètre et de définition de la RSE, évoque le sujet du handicap parmi d'autres, à la fois dans l'item des droits de l'homme et dans l'item sur les relations et les conditions de travail. Et les objectifs de développement durable, qui en tant que tels ne sont pas qu'un référentiel, et sur laquelle la plateforme RSE a beaucoup travaillé en termes d'articulation justement avec la dynamique de la RSE, évoque aussi la question du handicap, pas comme un des 17 objectifs, mais comme des cibles au sein de 2 objectifs, l'un sur la croissance et l'autre sur l'égalité des chances. Et on sait que des acteurs, notamment autour de l'APF, se sont réunis aux Nations Unies pour encourager la prise en compte par les acteurs de cet agenda 2030 des Nations Unies, des ODD, pour encourager la prise en compte du handicap dans cet agenda-là. Et puis il y a eu un exercice fait en France, dans le cadre de l'Association française de normalisation, de se poser la question, de mesurer plus précisément ce que c'est qu'une entreprise qui agit de manière performante en matière de handicap. Ça a donné lieu à cette norme qui désigne, qui permet de distinguer les organisations handi-accueillantes. Tous ces outils-là sont des outils qui permettent de mesurer la performance d'une entreprise en termes d'accueil des travailleurs handicapés. Il y en a d'autres. Il y a beaucoup de trophées qui ont été créés. On les a identifiés dans le rapport. La Page, Clésia, l'OCIRP, des associations, l'APF, le réseau GESAT, des mutuelles, Localia et les trophées Lumière. Il y a beaucoup de trophées qui permettent à une entreprise de montrer ce qu'elle fait de bien, ce qui prouve qu'il y a un véritable enjeu d'image.
Il y a moins de classements. On est allé à la recherche des classements qui permettraient d'avoir un palmarès des entreprises les plus performantes. On n'en a trouvé qu'un aux États-Unis et c'est Ernst & Young qui est en tête de ce classement-là. Et puis il y a des chartes d'engagement volontaire, qui est un instrument de la RSE, c'est-à-dire des chartes qui invitent les entreprises à s'engager sur plusieurs objectifs de lutte contre les discriminations à l'égard des travailleurs handicapés. On connaît la charte de la diversité qui existe depuis 2004. Il y a eu une tentative de charte qui était adressée au CAC 40 d'initiative gouvernementale en 2009. Et il y a une autre charte portée par l'OIT, donc l'Organisation internationale du travail, qui structure un réseau entreprises et handicap et qui permet aussi aux entreprises d'organiser un peu leur discours global au-delà de la seule question du taux d'emploi. Donc ça fait partie des outils permettant aux entreprises de se valoriser, de se distinguer sur ce sujet-là. Il y en a évidemment un autre, c'est la question des labels, qui sont des moyens pour l'entreprise à la fois de se distinguer et de mobiliser les parties prenantes, en interne comme en externe. Le label diversité qu'on connaît en France, le handicap est l'une des thématiques portées. C'est la même chose pour le label privé qui suit. Et les labels RSE génériques, comme Lucie ou comme Bicorp, ou comme les labels RSE sectoriels qui sont suivis par la plateforme RSE, peuvent aussi mettre en évidence des bonnes pratiques en matière d'accueil des travailleurs handicapés. En matière de coopération entre entreprises, on me dit que je dois accélérer, il y a un constat qu'on a fait, qu'on a mesuré, que vous avez à l'écran, qui est que les grandes entreprises agissent davantage ont plus de moyens, sans doute, ont plus de ressources, en tout cas déclarent mener plus d'actions que les petites en faveur de l'emploi des personnes handicapées. Et ça n'est pas du tout l'effet de l'obligation d'emploi, puisque les entreprises que vous avez à l'écran, elles sont toutes concernées, puisqu'elles sont toutes à plus de 20 salariés. Donc il y a vraiment un effet taille de l'entreprise. Ce qui nous encourage à vouloir suggérer aux entreprises de travailler ensemble, entre grandes et petites. C'est ce qui a été plusieurs fois proposé. Alors, il y a un exemple qu'on a retrouvé et qui nous a permis donc, on a restitué dans le rapport, c'est celui dans les Hauts-de-Seine qui amène les grandes entreprises, donc il y a Capgemini, Thales, Schneider Electric, Metro et Total qui ont été à l'origine de l'initiative, d'offrir du temps de formation, des ressources pour permettre aux PME qui le souhaitent d'être accompagnées dans l'exercice d'accueil de travailleurs handicapés en leur sein. Travailler entre entreprises, c'est aussi travailler entre entreprises dans la chaîne d'achat, donc agir par l'achat responsable, le recours à l'emploi, aux prestations du secteur adapté et protégé. Donc c'est une stratégie qui a beaucoup été articulée sur le fait de pouvoir déduire de la contribution à la GFIP ou au FIPH les sommes qui ont été versées à l'égard du secteur adapté ou protégé. Mais il y a moyen d'aller beaucoup plus loin. Une enquête a été proposée par l'Obsar, qui est membre de la plateforme, un observatoire des achats responsables, et qui souligne la méconnaissance du secteur, qui est le principal obstacle dans le recours à ce secteur en termes d'achats responsables. Et donc il y a un encouragement à former les acheteurs et un travail fait également avec une autre norme française pour organiser les relations entre donneurs d'ordre et fournisseurs en matière de politique d'achat. Travailler ensemble, enfin, c'est aussi construire des entreprises ensemble, et on a voulu souligner le fait que des innovations sociales pouvaient servir aussi à l'emploi des personnes handicapées, en soulignant la première des joint ventures sociales qui travaillent sur avec le secteur de l'emploi adapté et protégé, c'est Logins, qui est donc le résultat d'une telle joint venture. On m'a dit qu'il faut accélérer. Ce que je voudrais souligner enfin, c'est que en termes de RSE, le handicap dans la RSE, c'est aussi la façon dont l'entreprise réfléchit à son modèle, à son activité et aux conséquences de son activité sur l'emploi des personnes handicapées. Donc les conséquences de son activité, en tant qu'employeur, on vient d'en parler, mais c'est aussi en tant que producteur de biens et services qui peuvent avoir un effet sur l'emploi des personnes handicapées. Ça renvoie à l'idée de la conception universelle des produits. Ça renvoie beaucoup à la fois en termes dans le secteur de la formation professionnelle, à la réflexion qui est celle des entreprises qui produisent de la formation, puisque ça relève de la RSE de produire des outils qui ne sont pas réservés aux seuls non-handicapés. Et donc ça, c'est tout ce qui est le secteur de l'activité qui vend des services
au service des outils de travail, des cadres de travail, ces acteurs-là doivent se poser la question de leur responsabilité lorsqu'ils développent des outils de travail, on pense au progiciel d'abord, mais plus généralement à l'ensemble du poste de travail, qui ne seraient pas totalement accessibles. Et ça aussi, c'est de la RSE, de mettre en avant le fait que, pour ces entreprises-là, le fait de produire des outils accessibles, ça favorise l'emploi des travailleurs handicapés. De la même façon, il y a un enjeu d'image très très fort, et toutes les entreprises qui produisent de l'image, donc la publicité bien sûr, mais aussi les biens culturels, audiovisuels, ont une responsabilité et un rôle en termes d'accueil et d'encouragement à l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. Donc on a aussi voulu le souligner et donner des exemples, puisque alors, dans le champ de l'intérim, ADECO a mis à disposition des outils pour encourager le recrutement de personnes en situation de handicap. Dans le champ de la production audiovisuelle, France 2 le fait par exemple avec la série Vestiaire que vous connaissez peut-être. Et en termes de réflexion sur son métier, la Fédération des agences de communication a également élaboré un guide qui prend la mesure de cette responsabilité en termes de production de stéréotypes. J'ai été peut-être un peu long, mais c'est un moment qui vous est proposé pour poser des questions. Et nous avons des questions qui sont arrivées. Alors, quelle est la catégorie donc, Lucie nous a demandé quelle est la catégorie des travailleurs handicapés que vous avez pris en compte pour cette étude. Est-ce qu'on parle des bénéficiaires de l'AAH? La réponse est non, puisque donc, quand vous dites catégorie de travailleurs handicapés, c'est les chiffres qu'on vous a renvoyés. C'est la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé qui était un moyen de définir le périmètre de ce dont on parlait, avec la conscience que cette reconnaissance-là ne couvre pas l'intégralité des personnes qui sont concernées par le handicap, et aussi avec la conscience que ces catégorisations françaises posent problème à toutes les entreprises dont le périmètre d'activité et donc dont le personnel dépasse la seule limite française. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais quand on parle d'outils de reporting et de mesures, il y a un véritable problème pour toutes les entreprises dont le personnel n'est pas franco-français, parce qu'on ne sait pas de qui on parle quand on parle des travailleurs handicapés au-delà des frontières. Alors, Valérie a demandé s'il était possible d'avoir les références des études citées. Tout est référencé et on fait vous avez tout dans le document, dans notre rapport qui est en ligne sur le site de France Stratégie. À chaque fois, c'est sourcé. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, Anne-Marie nous demande si on a inclus les effets de... L'AFS, l'action de formation en situation de travail. Non, mais ça avait été beaucoup cité, notamment par les missions handicap, qui disaient qu'ils avaient mis ça en place. Et c'est pourquoi, souvent, les PME disaient qu'elles avaient plus de difficultés pour mettre en place des politiques de recrutement. Parce qu'elles n'avaient pas forcément autant de possibilités de formaliser tout ça, mais que ça pouvait être des pistes qu'il pouvait y avoir entre les grosses entreprises et justement les PME sur un bassin d'emploi ou alors sur un secteur, qui pouvaient justement les accompagner pour des techniques RH pour pouvoir mettre ça en place. On enchaîne. Donc la parole revient à Sylvain pour évoquer les recommandations que la plateforme a bien voulu adresser au gouvernement. Merci. Alors on a fait une quinzaine de recommandations que l'on a voulu organiser selon une logique quelque part de parcours dans l'emploi de manière générale. Donc des premières recommandations sur le volet formation et orientation des travailleurs handicapés, donc avec des propositions qui concernent notamment l'accès des jeunes handicapés aux dispositifs qui peuvent assurer une bonne transition entre les études, la formation initiale et l'emploi. Donc ça a été évoqué tout à l'heure, la question des stages, des alternances, des parrainages, donc de renforcer ces dispositifs-là. Développer des partenariats au niveau des territoires, entre les organisations professionnelles, des écoles, des universités, des associations et des entreprises. On a vu des exemples très intéressants dans le cadre de notre état des lieux. Donc on pense que c'est une voie importante pour favoriser l'accès à l'emploi. Et puis enfin, de mieux cibler l'action des organismes chargés de la formation, notamment dans le cadre de l'insertion des travailleurs handicapés, puisqu'il y a parfois des spécificités à prendre en compte, et donc de faire en sorte que cette spécificité soit bien prise en compte et que les étudiants soient le mieux accompagnés dans leur démarche. Le deuxième volet concerne le recrutement des travailleurs handicapés.
Donc trois recommandations sur ce volet-là. D'une part, d'encourager la création de bourses d'emploi au niveau d'un territoire ou d'une branche, puisque l'on s'est aperçu dans nos travaux que parfois les postes qui étaient pourvus n'étaient pas forcément connus ou visibles. Donc de pouvoir favoriser à la fois, si on peut dire, l'offre et la demande, de mieux l'organiser et la faire se rencontrer. D'identifier un interlocuteur unique pour les entreprises au niveau des bassins d'emploi. Également, on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre d'organismes qui étaient en capacité d'accompagner les entreprises ou les candidats et que cette multiplicité ne rendait pas forcément facile le fait de les contacter ou d'être accompagnés. Donc il nous semblait important de pouvoir avoir un parcours unique, quelque part, ou un interlocuteur unique pour favoriser la prise en compte de ces spécificités. Et puis enfin, promouvoir l'emploi accompagné, donc qui consiste à avoir un référent, à la fois pour la recherche d'emploi et à la fois pour le maintien dans l'emploi et la prise de poste, donc avec des questions derrière de moyens qui peuvent se poser. Un troisième volet sur l'accueil et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, donc d'une part en renforçant la communication, la sensibilisation et la formation de tous les acteurs concernés. Donc, ce qui veut dire les équipes dans lesquelles les personnes en situation de handicap vont être intégrées, à la fois les directions des ressources humaines, quand il y en a dans les grandes entreprises, ou les chefs d'entreprise quand il s'agit de TPE ou de PME, de bien expliquer les dispositifs qui sont mis en place, d'accompagner la prise de poste et de sensibiliser donc, les équipes. Et puis dans un deuxième temps, donc mieux faire connaître les réglementations qui sont applicables et surtout les dispositifs d'aide qui sont existants. Et les acteurs qui sont susceptibles d'accompagner les entreprises, il y en a une multitude, hein, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, et ils sont parfois très peu connus par les chefs d'entreprise ou par les services de ressources humaines. Et donc il est évidemment important de les faire connaître puisqu'il existe de nombreux dispositifs. Un quatrième volet sur la reconnaissance des entreprises handi-accueillantes, donc notamment en valorisant les entreprises qui ont développé des approches globales sur le sujet du handicap. Donc, il y avait l'exemple de la norme entreprise handi-accueillante qui a été évoqué. Également, on proposait de publier un guide relatif aux nouvelles dispositions du reporting RSE. Il y a des indicateurs, des informations qui sont demandées sur, par exemple, le taux d'emploi de personnes en situation de handicap. Et donc, il y a une nécessité peut-être de clarifier, de donner un guide pour faire au mieux son reporting sur ce sujet-là. Comme ça a été évoqué tout à l'heure, il y a des questions qui peuvent se poser sur les filiales internationales, par exemple, de grandes entreprises. On a une recommandation sur ce sujet d'ailleurs que j'évoquerai à la fin. Un cinquième volet donc, sur l'inscription de la question de l'emploi des travailleurs handicapés dans la consultation des parties prenantes. La RSE, c'est entre autres la prise en compte des attentes des parties prenantes dans les stratégies des entreprises et donc d'inclure le sujet du travailleur handicapé dans ces consultations-là, donc avec les partenaires sociaux, mais pas que, les associations sur le sujet, des travailleurs handicapés, etc. Un volet sur le soutien à l'innovation sociale, donc par exemple pour créer des passerelles entre les PME et les grandes entreprises ou les acteurs d'un même territoire pour favoriser le maintien dans l'emploi. On a vu, il y avait des exemples très intéressants de partenariats qui existaient dans certains territoires. Une grande entreprise a la possibilité parfois plus facile de reclasser un travailleur qui se retrouve en situation de handicap au cours de sa vie. Pour une PME, c'est pas forcément facile de reclasser. Donc on avait trouvé des initiatives où des passerelles étaient mises en place, ce qui était très intéressant et très efficace. Et puis plus largement de mener des expérimentations sur ces partenariats entre petites, grandes entreprises, territoires, etc. Et puis dernier volet, ce qui concerne les recommandations, donc d'une part l'action à l'international, promouvoir donc, des pratiques responsables des entreprises, y compris dans leur implantation et filiales à l'étranger. En France, il existe donc des réglementations, des dispositifs d'accompagnement, ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les pays où peut être implantée une entreprise. Donc l'idée c'est évidemment faire la promotion des pratiques responsables. Et puis enfin, de travailler sur l'évaluation des pratiques, notamment en mettant un dispositif d'évaluation sur les expérimentations qu'on a pu citer précédemment, pour essayer au maximum d'essaimer, de partager les bonnes pratiques et pour avoir un changement d'échelle. On a vu tout à l'heure les chiffres des taux d'emploi du handicap, sur lequel il y avait vraiment un changement d'échelle qui était nécessaire à avoir.
Avant de passer à la dernière phase de questions-réponses, donc je tiens évidemment à souligner et à remercier l'implication de l'ensemble des membres du groupe de travail de la plateforme RSE qui sont intervenus sur ce sujet. Et notamment, je souligne le travail fait par donc, Frédéric Lelouch, qui a animé le groupe de travail au titre de la CFDT, de Natalia Pouzireff, donc, qui est députée et qui était co-rapporteur du groupe au titre de l'Assemblée nationale, et puis Brigitte Dumont, qui a également été co-rapportrice sur ce groupe de travail au titre de l'ANDRH. Donc il nous reste quelques minutes pour répondre aux questions que vous avez posées. Alors, Delphine nous demande s'il existe des moyens de reconnaissance des organismes de formation universités handi accueillantes. Alors, c'est notamment l'objet des forums, des semaines dont j'ai parlé, sans qu'il y ait un catalogue explicite. Beaucoup d'universités ont des missions handicap qui organisent des partenariats avec les entreprises, qui sont heureuses d'avoir des jeunes diplômés en situation de handicap. Donc on a pu échanger avec quelques-unes d'entre elles sans qu'on ait une labellisation à ce stade. On a comme question... Avez-vous consulté des personnes handicapées? Oui. Bien sûr, on a consulté des personnes handicapées à la fois parce que certaines d'entre elles qui ont été informées de la saisine ont souhaité nous rencontrer et d'autre part parce qu'on a rencontré les organisations représentatives des personnes handicapées. On l'a fait à l'échelle de leurs associations et à l'échelle du Conseil national de CNCPH, donc consultatif des personnes handicapées. Et j'ajouterais que parmi tous ceux que nous avons rencontrés sur ces sujets-là, nous ne savons évidemment pas si certains d'entre eux étaient eux-mêmes sujets à un handicap, puisque les handicaps ne sont pas tous visibles. Donc on n'est pas parti sans en débattre avec les premiers concernés. Il y avait une question sur les différents textes législatifs qui sont en cours de discussion ou déjà discutés. Donc nous, ce que l'on espère, et en tout cas c'était le sens de ce travail-là, c'est que les propositions, si possible toutes, ou au moins en partie, puissent être intégrées dans le cadre de ces travaux. En termes d'actualité sur ce sujet-là, on a beaucoup travaillé plus largement sur la RSE dans le cadre de la loi Pacte, donc notamment avec un certain nombre de propositions que vous pourrez retrouver sur un rapport qui a été publié il y a quelques mois sur le site de France Stratégie. Donc évidemment on suit avec attention l'ensemble de ces débats et de ces textes pour essayer au maximum donc, de faire valoir les propositions de la plateforme RSE, donc qui regroupe l'ensemble, si on peut dire, des parties prenantes de la RSE. Philippe nous demande comment participer aux prochains travaux sur ce sujet. Alors la plateforme a des groupes de travail thématiques en fonction des demandes du gouvernement et de ses propres souhaits de coopération. Et sur chacun de ces chantiers, elle permet à tous ses membres, comme Sylvain vous l'a montré, il y a beaucoup d'organisations membres, de contribuer à ces travaux. Et puis de façon générale, il est possible à qui le souhaite de s'adresser au secrétariat de la plateforme par Internet. L'adresse générique qui figure sur nos documents, c'est plateforme-rse@strategie.gouv.fr et on est toujours disponible pour toute contribution. Après, on est un organisme qui délibère entre associations et organismes membres. Donc la contribution nourrira ces travaux et ces délibérations. En complément donc, sur les prochains travaux de la plateforme RSE, donc là on vient de publier il y a quelques jours un avis sur les sujets RSE et environnement. On travaille actuellement sur la thématique des addictions au sein des entreprises. Et puis on vient de terminer également, il va être remis prochainement à la secrétaire d'État Brune Poirson, un avis sur les objectifs de développement durable et la RSE. Donc voilà, ça c'est des sujets, si je puis dire, chauds, ou en tout cas d'actualité au sein de la plateforme RSE, et des sujets qui feront l'objet d'un avis dans les prochaines semaines ou prochains mois. Il y avait une question de Vincent aussi. Sur le reporting RSE, dont on peut dire un mot, c'est que dans le cadre du débat sur la loi
Pénicaud. Nico. La thématique de l'action en faveur des travailleurs handicapés est devenue, à la lecture de l'article du Code de commerce qui organise le reporting RSE des grandes entreprises en France, est devenue une thématique que les entreprises devront renseigner, quel que soit leur modèle d'affaires. Donc, c'est les une thématiques modification. sont listées dans la loi et donc la proposition de faire une modification est d'intégrer la question du handicap. Parmi les grandes entreprises spécifiquement devront effectivement se poser la question de comment elles mettent en évidence ce sujet-là dans leur rapport RSE. Et elles le font librement avec les outils qui sont les leurs et avec la seule obligation de faire vérifier ces données-là par un organisme tiers indépendant qui démontre la solidité des données qui sont transmises. On nous fait signe que c'est la fin, le mot de la fin. Merci pour votre attention et votre participation active à ce webinaire. Merci à Solène et à Gilles qui ont présenté cet avis. Et puis donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site de France Stratégie, vous retrouverez tous les rapports et tous les avis de la plateforme RSE qui sont publiés au fur et à mesure de leur production et de leur adoption. Merci.